Salut les refs, vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une théorie assez osée. Ne vous inquiétez pas, tout est parfaitement sous contrôle. Une vidéo dans laquelle je vais vous prouver que Brook est le vrai traître de One Piece et qu'il se trouve parmi les Mugiwara. D'abord qu'il a fait partie du CP9 et enfin sa relation secrète avec la famille Vinsmoke, la famille de Sanji. Théorie 100% faite maison et ne vous inquiétez pas, mes propos sont basés sur de vraies preuves et des images directement tirées du manga. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez apprécié cette vidéo. Venez rejoindre mes rangs, on est encore très peu donc n'hésitez pas, ça compte beaucoup pour moi. Alors je vous laisse vous poser tranquillement et prendre une petite boisson et un truc à grignoter, détendez-vous et profitez de la vidéo. On sait que Brook est un ancien pirate originaire de West Blue et qu'il est le second de l'équipage des Rumbars Pirates dont le capitaine était Yorkie. Tous originaires de West Blue, ils se lancèrent sur les mers il y a plus de 52 ans au moment où Goldie Roger était encore un rookie. Après avoir franchi le cap des jumeaux depuis la partie West Blue, ils y déposèrent Laboon, une baleine dont ils s'étaient épris d'amitié sur leur mère, dans le but de revenir la chercher une fois le tour du monde terminé. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, et après avoir traversé une partie de Grand Line, leur capitaine, Yorkie, attrapa une maladie mortelle. Yorkie a donc essayé de s'enfuir depuis son île maudite par Calm Belt pour sortir de Grand Line et tenter de se soigner. Brook finit par faire ses adieux à son capitaine en rappelant des mystérieuses paroles qu'il avait dites autrefois. Brook continua donc son périple sur Grand Line avec le reste de l'équipage en tant que nouveau capitaine, jusqu'à arriver au triangle de Florian où la prime de Brook de 30 millions de berries fut publiée. Quelques jours plus tard, ils furent attaqués et tout l'équipage mourut, sauf Brook grâce au fruit de la résurrection. Celui-ci erra seul sur ce navire abandonné dans le brouillard du triangle de Florian pendant plus de 50 ans, jusqu'à ce que Luffy le sauve et l'accepte dans son équipage. Mais ça, c'est le passé que Brook a choisi de nous raconter. En effet, Brook nous cache quelque chose, un secret à la limite de la trahison. Tout d'abord, il nous cache ses origines. Comme on peut le voir dans une case du chapitre 830, Brook fait une remarque surprenante. « Tu es né sous une trône d'étoiles, Luffy. Cela dit, moi aussi. » Même Luffy appuie sur le mystère en se posant des questions et ne semble pas comprendre de quoi parle Brook. De quelle étoile parle-t-il? Quelle est son origine si spéciale? Enfin, Brook nous cache quelque chose sur son passé qu'il n'a pas entièrement révélé, car comme je vais l'expliquer, nous avons eu des indices de ce que Brook faisait avant d'être pirate. Celui-ci semble si bien être accroché au Mugiwara que le fait qu'il soit en réalité un traître changerait toute la donne. Et Oda a voulu nous le faire comprendre à plusieurs reprises dans ses couvertures de chapitres, comme il l'a déjà fait avec le chapitre 520 pour la mort de vous savez qui. Dans le chapitre 593 nommé Serment, on peut voir que tous les Mugiwara ont prêté une sorte de serment d'allégeance à leur capitaine en dessinant son Jolly Roger sur le corps comme un serment de vérité. Et ce qu'on remarque, c'est que seul Brook ne possède pas cette marque. Pourquoi? Ça ne peut pas être un oubli de la part d'Oda. À travers ce chapitre, il a voulu nous mettre en évidence quelque chose. Que Brook a déjà prêté son serment à quelqu'un d'autre. Sinon, comment peut-on interpréter ce détail laissé par l'auteur? Mais alors, qu'est-ce que Brook cache? À qui a-t-il prêté ce serment? Comment a-t-il obtenu son fruit du démon? Comment a-t-il gagné ses compétences d'épistes hors pair? Ou encore, que faisait-il avant d'être pirate? Une partie de son passé n'a pas été révélée, et c'est justement là que se trouve la réponse. Avec ce que je vais te faire, tu ne reviendras plus réclamer ton ombre. Alors dis-moi, quelle partie de ton corps vais-je couper avec mon arcane ultime, le Song Slash? Tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors t'avises plus jamais de prononcer ce mot. Autrefois, je faisais partie d'un escadron d'attaque surprise pour le compte d'un certain royaume. Ma technique de lacération éclair la plus fameuse s'appelait Requiem la banderole. Mes amis, qui la tenaient en haute estime, lui ont donné un sobriquet. Dans 3 pas, tu meurs, Song Slash. Nous savons que Brook exerçait un métier différent de celui de pirate il y a plus de 52 ans avant d'entrer dans l'équipage des Rumbars, car Brook a actuellement 90 ans et était pirate chez les Rumbars à 38 ans.
Brooke nous donne lors du chapitre 463 une information sur son travail. Il dit précisément qu'il combattait au sein de troupes commando de son fameux royaume et parle de camarades. Or, comme vous pouvez le voir sur la définition ci-dessous, un commando est un groupe d'hommes armés chargés de missions spéciales et secrètes opérant par des attentats ou des sabotages, donc globalement d'un espion militaire. Brooke était donc le chef d'une troupe d'espions militaires. Par rapport à l'âge de Brooke, le nombre d'organisations sur lesquelles nous pouvons théoriser est restreint. Néanmoins, une possibilité s'offre à nous, nous montrant un parcours pas commun pour un pirate. Le Cypher Pole. Il y a 63 ans de cela, Mère Caramel, la mère adoptive de Big Mom, vendait des enfants au Cypher Pole pour les faire devenir les meilleurs espions de leur génération. Il y a 63 ans, Mère Caramel avait 80 ans. Au chapitre 867, elle dit qu'elle vend des enfants depuis 50 ans, mais qu'elle n'est à Elbaf que depuis 37 ans. On dirait un vieux problème de maths, mais en gros cela veut dire que de 30 à 43 ans, Mère Caramel vendait des enfants autre part. Mère Caramel vient de West Blue. On peut donc facilement en déduire que la première bergerie de Mère Caramel, où elle a passé sa jeunesse durant 13 ans, avant de venir sur Elbaf, se situe à West Blue, car on sait aussi que celle-ci n'a quitté qu'une fois son île afin d'aller à Elbaf et d'y construire sa seconde bergerie. On sait enfin que la première bergerie, donc de West Blue, est d'ailleurs son lieu de réapprovisionnement d'enfants qu'elle ramenait sur Elbaf grâce à ses nombreux voyages en bateau. Bateau pouvant traverser Calm Belt et réapprovisionner Mère Caramel en enfants de West Blue jusqu'à Elbaf. Et là vous allez me dire, mais Gaimon, pourquoi tu nous donnes des dates et des lieux? Moi je comprends rien, où est-ce que tu veux en venir? Eh bien toutes ces dates ont été extrêmement risquées pour Oda, et pour moi s'il se situe dans l'œuvre de cette manière, c'est que cette partie cache quelque chose. Il nous a parlé d'une 50aine d'années de vente d'enfants dans le passé de Mère Caramel, mais sans aucune information, un vide dans cette partie de l'histoire. Personne n'a donc pu savoir ce qu'il s'était passé à l'époque, et personnellement ça m'avait marqué, car Oda n'avait aucune raison de nous cacher cette période. À part si je vous disais que dans la chronologie des événements, on arrivait à lier exactement dans le temps et dans l'espace la première vente d'enfants à Elbaf de Mère Caramel et l'enfance de Brooke. Et si je vous disais que Brooke avait aussi connu Mère Caramel, mais à un autre âge, et qu'il fut partie des enfants espions vendus par celle-ci il y a 80 ans directement au CP9. En effet, comme j'ai énoncé tout à l'heure, il y a de grandes chances que la première bergerie de Mère Caramel, là où celle-ci va chercher ses orphelins, se trouve à West Blue, exactement l'endroit où Brooke est née. Son lieu où elle cherchait des enfants, c'était carrément le lieu où Brooke vivait son enfance. Et devinez quoi, l'enfance de Brooke correspond chronologiquement exactement à cette période. C'est un peu compliqué, mais en gros tout concorde parfaitement avec l'âge de Brooke. Il y a 80 ans, Mère Caramel vendait donc des enfants de West Blue au Cypher Pole depuis son île d'Elbaf, et sachant que Brooke a actuellement 90 ans, il avait donc à cette époque 10 ans et né pile à West Blue, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Donc à l'époque, Brooke avait 10 ans et vivait à West Blue. Alors si Brooke avait l'âge requis et habitait bien à West Blue, comment y aurait-il échappé? Qu'est-ce qui pouvait empêcher Mère Caramel de prendre Brooke comme elle l'a fait avec des centaines d'autres enfants pendant plus de 50 ans? Rien. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Mère Caramel le prit et l'éleva comme les autres dans sa bergerie. On saurait donc pourquoi Big Mom entretient inconsciemment une relation si spéciale avec ce cher Brooke durant l'arc Whole Cake Island, car ils ont eu tous les deux la même mère et ont été élevés tous les deux sur la même île. Par exemple, quand il a blessé son fils le plus fidèle et qu'elle le félicite, elle pleure quand il disparaît, ou encore quand ils arrivent à dormir ensemble comme si de rien n'était. Ce running gag entre ces deux personnages était donc un foreshadowing d'Oda depuis plus de 10 ans. On voit aussi bizarrement que Brooke connaît les points faibles du Soru Soronomi de Big Mom et il l'énonce à l'épisode 816. Big Mom の能力で人の魂を入れられているに違いないんだぜ。 Un fruit du démon que Mère Caramel possédait à l'époque où Brooke était enfant, cela explique donc pourquoi il connaît si bien ce fruit. Sinon, comment aurait-il pu le connaître à l'avance et surtout connaître ses points faibles? De plus, les deux personnages ont également des rapports entre eux que personne n'a notifiés. On peut notamment relever la réaction extrêmement étrange de Brooke lors de la révélation et la première évocation du nom de Mère Caramel. Il s'agit du portrait de Mère Caramel et d'après mes renseignements, c'est son seul et unique point faible. On n'en sait pas plus, c'est un mystère. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Je sais juste qu'elle a disparu. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas où on peut la trouver.
réaction unique par rapport aux autres, comme s'il connaissait déjà ce nom et qu'un souvenir du passé venait de ressurgir. Sans compter son envie soudaine de vouloir retrouver Mère Caramel, alors que ça n'a aucun rapport avec la situation. Pourquoi Mère Caramel l'intéresse-t-il tellement? Mais ce n'est pas tout, car devinez quoi? Si vous vous souvenez bien, c'est même lui qui s'est porté volontaire pour briser le portrait de Mère Caramel. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi lui qui a souhaité s'occuper du vol de ce même portrait auprès d'Owen après un one-shot bien mérité. Encore un rapport direct entre ces deux personnages de l'œuvre que personne n'a notifié. Cela expliquerait beaucoup de choses. Bref, Mère Caramel vendit ensuite Brooke comme tous les autres au Cypher Pole, le jugeant assez habile au sabre. Le gouvernement mondial l'a donc formé pour qu'il devienne un assassin et un espion hors pair, d'où sa qualité de sabreur actuelle et les surnoms de technique d'assassin que lui ont donné sa brigade. Après une longue formation, ils le nommèrent chef de sa brigade, comme il le dit lui-même, et ils lui donnèrent le chapeau du chef de brigade, comme à Rob Lucci, un chapeau qu'il gardera tout le reste de l'aventure. Étant un membre du CP9, il eut facilement accès au Yomi Yomi Nomi, tout comme l'aisance qu'a eu le CP9 pour fournir leurs fruits à Lucci, Kaku, Blueno, Khalifa et les autres. C'est donc comme ça que Brooke a obtenu son fruit du démon. En plus de résoudre ses mystères, son âge qui concorde parfaitement avec les livraisons depuis West Blue d'enfants pour le Cypher Pole est pour moi explicite. Je ne vois pas comment Brooke aurait pu y échapper. Ce sont des indices chronologiques pratiquement incontrables. Brooke a donc été formé par le CP9 il y a plus de 80 ans et c'est comme ça qu'il a obtenu accessoirement son chapeau, son fruit du démon et ses compétences d'épéiste. Normalement, ces arguments suffiraient. Brooke a chronologiquement été pris par Mère Caramel étant enfant sans que personne n'ait émis cette idée. Mais Oda va encore plus loin puisque ce passé de Brooke expliquerait un bon nombre de choses. Brooke ayant été formé en tant qu'assassin, il a beau avoir abandonné ce visage horriblement flippant, il garde d'anciennes habitudes qui ne font qu'aller dans notre sens pour cette théorie. On apprend donc également d'où viennent les talents de sabreur de Brooke et ses techniques discrètes d'assassin, car en effet, toutes ses compétences sont exclusivement des compétences d'espion. Il est un expert du camouflage, son épée est dissimulée et cachée dans une canne. Dans l'épisode 462, Brooke se définit comme un épéiste de type vitesse, il priorise les combats rapides et comme on peut le voir au chapitre 493, Brooke peut endormir ses cibles. Il attaque ses ennemis par surprise, en toute discrétion, en utilisant les techniques à retardement. Il va falloir que je vous dise toute la vérité sur cette île. Et toi là-bas le squelette, qui es-tu, hein? Un zombie, un pirate? Tu fais partie de leur petite clique? Eh oh, le sac d'os! Oui, t'inquiète. Le combat est déjà fini. Dans 3 pas, tu meurs. Song Slash! Ainsi que son surnom de Fredonneur donné par ses anciens compagnons qui est bel et bien une caractéristique d'un soldat spécialisé dans la discrétion. Son talent d'espion est donc la seule explication à la discrétion avec laquelle il a volé les poneglyphes de Whole Cake Island alors que tous les soldats de Big Mom ainsi qu'un commandant étaient présents, un poneglyphe qu'il vole facilement alors que tous les autres empereurs vendraient père et mère pour l'obtenir. Et ça, Nami le précise bien. Habitué aux missions d'espionnage du CP9, cela fut facile pour Brooke d'obtenir ses copies et ce sans se faire remarquer. En effet, dans l'équipage, c'est lui qui s'occupe des missions de vol, de repérage et d'infiltration. De drôles de coïncidences, n'est-ce pas? Brooke était donc un assassin et un espion formé au sein du CP9 et c'est comme ça qu'il a acquis ses compétences. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais à votre avis, où est-ce que Brooke a appris la fameuse chanson Banks no Sake? Eh bien directement à cette bergerie au chapitre 968. Leur chanson préférée est bizarrement Banks no Sake. Un enfant s'exclame même, ben oui, on veut devenir pirate plus tard. Un clin d'œil d'Oda et une séquelle que Brooke a emporté avec lui bien loin dans l'aventure. Maintenant que cette évidence du passé de Brooke espion et assassin formé par le CP9 est acquise, on peut passer à la deuxième partie de la théorie, ce qui a fait partir Brooke du CP9 pour rejoindre la piraterie, sa relation avec Levin Smoke.
En effet, Brook pourrait carrément avoir un lien avec le royaume des Vinsmoke, le fameux royaume dont il parlait à Thriller Bark, qui sont intensément liés à la pègre où le Cypher Pole était affilié. Par ailleurs, au chapitre 813, lors de la révélation du nom des Vinsmoke par Capone Beige, Brook se crispe automatiquement. Voilà un nom qui fait froid dans le dos. Se pourrait-il que quoi? Dans l'animé, la phrase est traduite d'une autre manière. Ça doit être une coïncidence. Donc Brook a sûrement déjà entendu ce nom quelque part et cela lui rappelle des souvenirs. Un chapitre plus tard, c'est Nico Robin qui réagit à ce nom. Et la réaction de Brook en dit long sur la situation. Son silence communique clairement un sentiment de culpabilité. Il semble avoir honte. En tout cas, il ne dit pas toute la vérité. Or, Robin a 30 ans et Brook 90 ans. La connaissance du nom Vinsmoke est donc intemporelle puisque les deux âgés de 60 ans d'écart le connaissent. Et puisque Brook est resté 50 ans seul dans le triangle de Florian, cela veut dire qu'il connaissait déjà le nom des Vinsmoke lorsqu'il était vivant, car il n'a pas pu apprendre leur existence quand il était dans le triangle de Florian, étant seul sans aucun contact extérieur. Et puisque Judge a 56 ans actuellement et que c'est lui qui a créé le Germa, il y a 52 ans, vu qu'il n'a pas pu créer le Germa à 4 ans, le Germa n'existait pas à l'époque de Brook. Seul le royaume des Vinsmoke, sans technologie apparente, existait. C'est pour ça que Robin réagit au nom Vinsmoke et pas au nom Germa, comme ils sont appelés aujourd'hui, prouvant qu'elle l'a donc sûrement lu dans un livre d'histoire. Au chapitre 828, on sait également que Brook pensait que la famille royale des Vinsmoke était finie, n'existait plus. Et personne ne sait pourquoi Brook précise que la famille Vinsmoke était puissante autrefois. Reiju, qui le corrige derrière, en disant que la famille a toujours été puissante, a d'ailleurs tort, car on apprend à l'épisode 793 que la famille Vinsmoke a en effet été déchue à un moment lorsqu'ils ont perdu leur territoire à cause d'un mystérieux incident. Le fait que Brook connaisse cette partie de l'histoire et le rappelle, alors que même Reiju ne semble pas être au courant, nous confirme à 100% qu'il a un vrai rapport avec cette famille et avec sa chute, puisqu'il connaît ce sujet particulièrement mieux que la princesse de ce royaume. Il a l'air de savoir tellement de choses sur le passé de cette famille et sa chute que ça en devient troublant. À présent, en plus du contexte que je viens d'expliquer, nous allons construire notre théorie en nous basant sur 5 mystères concernant Brook et la famille Vinsmoke et en déduire la meilleure option possible pour que tout corresponde parfaitement. On sait que la famille Vinsmoke contrôlait tout North Blue, mais qu'ils ont perdu ces territoires on ne sait comment quand Judge Vinsmoke, l'héritier des Vinsmoke, était jeune. Celui-ci les repris plusieurs dizaines d'années plus tard en abattant de force les 4 nouveaux rois de North Blue qui s'étaient partagé les terres. On sait aussi que Brook est au courant de cette chute alors que personne ne semble être au courant, même la fille de Judge qui est censée tout connaître de sa famille. Sur la chute de leur royaume, Brook est donc comme l'un des seuls au courant, plus au courant que la famille Vinsmoke et autant au courant que le gouvernement mondial et Judge comme s'il avait été impliqué. On sait également que Brook a honte d'une action qui s'est déroulée avec les Vinsmoke il y a plus de 52 ans, donc quand Judge, l'héritier des Vinsmoke, avait 4 ans et qu'il était jeune. Brook, qui était un membre du CP9, spécialisé en espionnage, en assassinat et en infiltration. Au chapitre 813, Brook essaye d'apprendre à Luffy comment gérer un héritier, comme s'il en avait l'expérience. Brook a donc l'expérience d'un servant d'héritier et paraît vraiment sincère quant à l'importance de bien s'occuper de l'héritier d'un royaume. Enfin, on sait que Judge déteste 2 choses. D'abord les servants, une discipline qu'il a transmise à ses enfants, et ensuite la trahison, comme celle de Big Mom au chapitre 864 qui l'a énormément touché. Pour moi, tous ces mystères sont liés, et ce qu'il s'est passé est bien simple. Sous l'ordre du gouvernement mondial, Brook, espion du CP9, s'est infiltré dans le personnel de la famille Vinsmoke à la manière de Lucci à Water 7. Il leur donna sa parole et donc son serment de loyauté. C'est à eux, pour sa couverture, que Brook a prêté son serment. C'est pour cela que son serment n'apparaît pas sur le chapitre 595, il l'avait déjà donné aux Vinsmoke. Pour l'instant, tout se tient parfaitement.
Étant embauché comme majordome et servant de la famille Vinsmoke il y a 52 ans, Brooke a sûrement dû élever Judge, le père de Sanji et l'héritier de la famille Vinsmoke jusqu'à l'âge de 4 ans, obtenant ainsi de l'expérience dans la connaissance des héritiers comme on le voit au chapitre 813. La phrase de Brooke, chef de la garde royale au chapitre 381, prend donc ici tout son sens. Il était au service de la garde royale Vinsmoke en gardant Judge qui était l'héritier. Ça concorderait parfaitement. Et tout ça avant de les trahir en brisant son serment et en révélant tous les plans au gouvernement comme il était prévu, car il s'agissait de sa mission d'origine. Il a donc trahi la confiance des Vinsmoke afin de pouvoir exécuter son rôle d'espion comme d'habitude. Grâce à la trahison de Brooke, le gouvernement mondial réussira à faire tomber toute la famille Vinsmoke et firent tomber leur royaume en repartageant tous les territoires de North Blue ainsi récupérés. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur territoire. Et puisque Brooke en est la cause, il est donc normal que seul lui connaisse ses précisions sur la chute de la famille, alors que Reiju n'était même pas au courant. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent bout à bout. Brooke a orchestré leur chute. Cependant, Judge réussit à survivre et reforma le royaume des Vinsmoke grâce aux prouesses de la technologie Germa découvert grâce au projet Mads. Judge fut complètement traumatisé de la trahison de Brooke, son servant, et c'est pour cela qu'il fut si touché de la trahison de Big Mom sur Whole Cake Island. Le traumatisme de Judge a pris le dessus. Depuis ce jour, il se jura de ne plus faire confiance à personne et modifia ses enfants génétiquement pour qu'ils n'aient aucun sentiment, aucune compassion et qu'ils n'aient confiance qu'en eux-mêmes. Il leur enseigna aussi à détester leurs servants en souvenir de Brooke qui les avait trahis. C'est comme ça que la famille Vinsmoke perdit ses territoires, et ce conflit fut retranscrit dans les livres d'histoire que Robin lut en étant petite à Ohara. C'est pour cela qu'elle ne s'en souvient pas très bien. Brooke ne s'attendait pas à un massacre d'une telle envergure et ressentit une honte profonde à chaque fois que quelqu'un évoqua ce massacre ainsi que le nom des Vinsmoke. Il quitta d'office son poste pour fuir le CP9 qu'il ne voulut plus jamais servir. Sur sa route, il croisa le chemin des Rumbars Pirates qu'il supplia de l'accepter dans leur équipage. Ça tombe bien, ils viennent tous de West Blue. Ils acceptèrent afin de lui donner une seconde chance et partirent aussitôt sur Grand Line pour fuir à toute vitesse le gouvernement mondial. Quelques mois plus tard, Yorkie tomba malade, et avant qu'il meure, Brooke s'exprima et dit « Je n'oublierai jamais ces paroles que vous m'avez un jour confiées », parlant de la seconde chance sur la vie que Yorkie lui avait offerte, et l'importance de la liberté dans le monde de One Piece, ne jamais se faire contrôler par qui que ce soit, comme Brooke l'avait été pour le CP9. La liberté, une leçon que Brooke n'oubliera jamais et qui lui permit d'évoluer de manière positive. Plusieurs mois après, une prime de 30 millions de berries fut assignée à Brooke par le gouvernement et ils furent assassinés afin de faire taire Brooke sur ce qu'il savait. Son équipage en a payé le prix. Mais de toute façon, Brooke avait trop honte de son passé d'espion pour le raconter à qui que ce soit. Au fil du temps, on peut penser que Brooke essaye d'effacer son passé, trop honteux de sa trahison envers les Vinsmoke en se réfugiant dans la musique et en se créant une image de bon vivant au sein des Mugiwara. Mais lors du chapitre 813, son passé le rattrapa et il fut surpris d'entendre le nom des Vinsmoke car elle ne savait pas qu'ils étaient encore vivants. La phrase complète est donc la suivante. Cela veut donc dire qu'ils sont encore vivants. Ce raisonnement peut paraître plutôt inédit, mais il serait vraiment ouf, et personnellement je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Cette histoire arrive à résoudre tous les mystères énoncés auparavant, et sa révélation aura un impact crucial sur le reste de l'aventure durant l'arc Elbaf, ou l'arc final, où Brooke pourra permettre 3 choses. D'abord, on sait qu'Oda adore développer son manga avec de thématiques réelles impactantes. La pollution, l'esclavage, le mariage forcé ou encore le racisme en passant par de nombreux thèmes divers et variés. Cette révélation du passé de Brooke pourrait donc révéler les dangers de l'espionnage, du doute de sa propre identité, de l'absence de volonté d'être libre et le développement de l'univers de One Piece à travers le monde de la pègre et le sujet de l'infiltration, de l'espionnage et de l'assassinat. Ensuite, obtenir une réelle explication de l'histoire avec les Vinsmoke et du passé de Judge à Sanji pour que celui-ci puisse enfin pardonner son père et clore cette partie sur les Vinsmoke. Enfin, on pourrait se questionner sur pourquoi Brooke nous a-t-il caché cela pendant si longtemps et pourquoi ne l'a-t-il pas révélé plus tôt. Il s'agit du seul Mugiwara possédant encore des secrets et pas avec n'importe qui. Son passé en lui-même pourrait être l'un des plus sombres de tous les Mugiwara.
On peut penser qu'il nous cache ce secret pour nous protéger, comme Sanji l'a fait auparavant, mais étant donné que les grandes pièces de son passé ont déjà été parsemées tout au long de l'œuvre, ça m'étonnerait que Brook n'ait rien révélé par simple inadvertance. Personnellement, je pense qu'il est parfaitement conscient de ce qu'il fait et qu'il a un plan bien détaillé en tête, car sinon il n'aurait pas gardé de telles informations juste pour lui. Brook attend le moment opportun pour dévoiler le secret de ses énigmes. Peut-être même qu'il en sait plus que prévu sur le monde de One Piece grâce à son âge, lui permettant, comme on l'a vu au cours du manga, de connaître le passé d'absolument toutes les mères, familles et organisations du monde de One Piece. Ces mystérieux secrets, révélés en partie par cette théorie, le placent donc en suspect numéro 1 pour un retournement de situation dans les prochains chapitres où il sera peut-être un élément clé. Abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo, activez la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode, ça m'a demandé énormément de travail, donc partagez au max si vous voulez de nouvelles théories de Gaimon, et commentez, je réponds à tout. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Je sais qu'il y aura des débats et je suis carrément ouvert pour parler. J'ai essayé d'améliorer ma voix, j'espère qu'elle est maintenant plus posée pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les refs, n'oubliez pas de rêver, et à plus.